Vous avez parlé de famille, vous avez parlé de havre de paix, d'harmonie. Je suis ta mère, c'est bon, tu me lâches, merde. Vous ne faites que gueuler. Gueuler. Ah, On a rigolé avec ça. Hein. et on se tient droit. Mais t'es malade, hein? La famille, tu la fais comme un enfant et pas comme un homme. C'est vous qui fixez les règles en chef de famille. C'est vous qui imprimez le tempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Bonjour, je suis Jean-Pierre Améris, réalisateur du film Une famille à louer avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, et bienvenue sur clap.ch. On vous retrouve quasiment une année, jour pour jour, après Marie Hurtin sur la Piazza Grande à Locarno. Comment passe-t-on de Marie Hurtin en si peu de temps, en plus, à Une famille à louer? Il faut dire que les écritures de scénarios se mélangent, on ne fait pas vraiment un film après l'autre. Hein. J'ai écrit Marie Hurtin entre 2008 et 2013 et Une famille à louer en même temps, entre 2011 et 2013. Il faut écrire plusieurs films en même temps parce qu'on ne sait jamais si on tournera un film, s'il va aboutir, quand est-ce qu'on va le faire. Donc j'écris toujours 3 ou 4 films en même temps. C'est Claude Chabrol et François Truffaut aussi, mais qui m'avaient donné ce conseil, parce que vous sortez un film, que ce soit un succès ou un échec, il faut absolument savoir quel est le suivant. Parce que autrement c'est trop dur moralement. Vous avez l'impression de redescendre de l'Everest et qu'il faut le remonter. S'il faut tout recommencer à zéro, donc c'est trop difficile. Donc voilà, et d'abord moi aussi, sur un plan matériel, je vis plus de l'écriture de scénario que de la réalisation des films. Qu'est-ce qui a été la clé d'une famille à louer? La clé d'une famille à louer, c'est vraiment la vie. C'est ma deuxième comédie sur 10 longs métrages et il se trouve que par la comédie, et si j'en étais capable, j'en ferais volontiers davantage, mais c'est comme sur les émotifs anonymes, il y a 5 ans, c'était très autobiographique. C'était mon expérience aux émotifs anonymes, c'était ces problèmes que j'ai eus pendant si longtemps avec l'émotivité, l'anxiété, l'angoisse, avec laquelle je dois toujours faire. Mais ça passait par la comédie. Et là, c'est un émotif en famille, on peut dire. C'est ma découverte de la vie de famille tardive, il y a 7 ans, j'avais 47 ans, donc c'est quand même tardif. Je rencontre Muriel Magellan pour écrire un scénario. Elle est scénariste, on écrit une adaptation d'Émile Zola, un roman magnifique, mais justement sur la névrose familiale, La joie de vivre, que j'ai fait pour la télévision avec Anaïs de Moustier il y a 4 ans. Et on tombe amoureux. Et elle est mère célibataire d'un petit garçon de 9 ans et le fait de commencer à vivre ensemble m'a suggéré quand même qu'il y avait quelque chose à raconter de nos deux caractères. C'est-à-dire moi quand même très angoissé, toujours avec mes petites pilules pour me calmer, très pessimiste, très catastrophiste, très maniaque. Je vais prendre la bleue parce que la verte, j'ai le sentiment qu'elle me déprime un peu. Confronté à cette mère célibataire, tout de même beaucoup plus optimiste dans la vie que moi, un peu bordélique, il faut le dire, elle le dit elle-même, et puis vivant avec un petit garçon de 9 ans, et donc découvrant que, contre toute attente, moi qui pensais ne jamais pouvoir compter pour un enfant, je pouvais le faire, et être attaché à un enfant et que lui soit attaché à moi. Mais donc il y avait du comique forcément, parce que quand même, pour un grand maniaque, se retrouver dans cet univers de désordre, de vie, d'engueulade, c'était un vrai sujet, et on l'a écrit ensemble, donc c'est vraiment fait maison. Et justement, c'est la deuxième fois que vous retrouvez Benoît Poelvoorde. Est-ce qu'il est apparu dès l'écriture du scénario? Votre choix s'est fait à quel moment? Une évidence. Dès que j'ai eu ce postulat de conte, parce qu'encore une fois, c'est autobiographique, mais c'est pas non plus notre vie, il y a de l'invention. C'est un conte, une fable romantique, un homme riche qui peut tout s'offrir, qui rêve que d'une chose, c'est la vie de famille, qu'il n'a pas connue étant enfant, ou en tout cas qui, comme moi, en avait un souvenir de conflits, de difficultés. Et donc, il rêve de ça, il rencontre une mère célibataire en galère, il lui propose de lui rembourser ses dettes, en échange de quoi elle le prend dans sa famille comme en stage, comme dans l'émission Koh-Lanta, j'avais cette idée. Donc en 2011, on a travaillé sur ça. J'ai fait fortune en fait, et puis je n'ai pas vraiment eu le temps de fonder une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes, et en retour, vous me prenez dans votre famille. Et c'est vrai que c'était lié à Benoît Poelvoorde, parce que on se connaît bien, on a des vrais points communs quand même. Ça, d'arriver à la cinquantaine sans enfant, on peut vivre sans enfant. Mais en même temps, on a quand même cette petite mélancolie. On se dit, voilà une expérience que j'aurais pas dans ma vie d'homme, la paternité. Aussi ce tiraillement entre l'envie de se lier, envie de créer une famille peut-être, et en même temps finalement ce repli sur soi. Il n'est jamais si content que quand il est tout seul dans sa grande maison à Namur avec son chien et ses livres. Et donc je savais qu'il avait quelque chose à voir avec ce sujet et qu'il y apporterait autant d'émotions que d'humour. Comment l'avez-vous
aidé pour sa préparation? Est-ce qu'il a rencontré des gens très riches? Comment s'est fait ce travail? Benoît Poelvoort, c'est pas un acteur à faire des enquêtes pour faire un rôle. Il puise en lui-même et puis il me fait confiance. Il sait que je vais nourrir le personnage de choses personnelles, de choses à lui. Donc ça se fait plutôt comme ça. Pour la petite anecdote, par exemple, il y a des scènes qui sont coupées dans le film. Il devait jouer au billard avec François Morel, qui fait son majordome. Paul André, c'est un peu une sorte de Batman avec son majordome. Alfred dans Batman, Léon ici. C'est un malade mental ce mec, il va pas bien. C'est simplement qu'il est différent. Personne de la vraie vie peut vouloir d'un mec qui a des idées comme ça. Comment il s'appelle déjà le type dans sa cave, habillé en chauve-souris? Batman. Il devait jouer au billard. J'ai toujours rêvé de filmer des hommes qui jouent au billard comme dans les films américains. Et il faut être honnête, ils ne sont pas assez entraînés tous les deux. Moi, j'ai pas su filmer ça et du coup, c'est parti à la poubelle. Parce que voilà, c'est pas les acteurs français ou belges en l'occurrence s'entraînent moins que des Américains qui vont faire des stages intensifs ou des choses comme ça. Mais c'est pas grave quoi. Mais lui, voilà, il tire tout de sa vie, de ce qu'il est et de ce qu'il y a en face de lui. Il le dit souvent, tourner avec Jean-Pierre, c'est pas si difficile, j'ai qu'à l'imiter quoi. Donc quand même, il y a un effet de mimétisme entre nous. Il m'imite quand même beaucoup. Et le choix de Virginie Efira, pardon. Le choix de Virginie Efira est venu plus tard, là, à l'écriture, pendant 2 ans. On a mis 2 ans à écrire ce scénario, 2011-2013. On n'avait pas forcément quelqu'un en tête. J'avais peut-être à un moment donné évoqué Florence Foresti, mais de façon très vague. Et ça, c'est le hasard qui fait bien les choses. J'ai rencontré à un congrès d'exploitants Virginie Efira, c'est à Deauville. Les distributeurs présentent au directeur de salle français les bandes annonces des films de l'année. Et moi, je présentais la bande-annonce de L'Homme qui rit, elle, de 20 ans d'écart. On avait le même distributeur et on est rentré avec la même voiture sur Paris. Et le temps de discuter 2 heures, j'ai senti que c'était Violette. J'étais en train de finir le scénario en 2013. Elle avait vraiment de Violette l'énergie, ce côté solaire, ce côté je vais tout droit et en même temps cette élégance aussi qui fait qu'elle est un peu comme moi. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'être à l'heure, d'être avenant, d'être poli, enfin jamais faire la tête. Et ce que j'apprécie beaucoup, et en même temps avec un vrai complexe intérieur, un manque de confiance intérieure dont elle parle volontiers d'ailleurs, manque de reconnaissance. On lui rappelle encore beaucoup son statut de présentatrice de télévision. Elle a présenté La Nouvelle Star, elle a fait des jeux en Belgique. Ici au tribunal, nous attendons la sortie de Violette Mandini. Ils veulent m'enlever mes enfants. Mais ils disent que j'ai pas les moyens d'assumer leur éducation. Ma famille, c'est la prunelle de mes yeux. Le cinéma est un milieu tellement snob et un peu bébête que vraiment ça revient tout le temps. Mais alors, comment on devient actrice après être présentatrice, alors qu'elle voulait être actrice avant d'être présentatrice? C'est comme s'il fallait toujours porter sa croix, quoi. Donc j'ai trouvé ça émouvant et juste par rapport à Violette, que ce soit à la fois une battante et en même temps quelqu'un qui a une vraie faille, un vrai complexe d'infériorité. Et le côté hyper sexy de Violette, était-il une volonté de votre part dès le départ? C'était essentiel, ça participait aussi du conte. Et j'avais en tête vraiment Erin Brockovich avec Julia Roberts, ce que j'adore, ce genre de femme, vraiment, ou alors Giulietta Massina dans Les Nuits de Cabiria de Fellini, la petite prostituée romaine. J'aime ce genre de femmes qui sont en effet très sexy, mais avec une grande part d'innocence, très enfantine aussi, qui ne se rendent pas forcément compte, même que tous les hommes sont comme le loup de Tex Avery quand elles passent. Et avec, oui, cette innocence, cette enfance qui fait que elles sont sur le fil de la vulgarité, mais ne tombent jamais dans la vulgarité. Il y a beaucoup d'innocence, en fait, chez cette femme. Et on a travaillé, même en référence à Erin Brockovich, la mini-jupe, les petites boucles d'oreilles, en ayant vraiment le souci d'aller acheter des vêtements que Violette puisse acheter. C'est-à-dire une mère de famille célibataire aujourd'hui, qu'elle ne porte pas des costumes comme on voit dans tous les films, qui coûtent 250 €. Non, on a été vraiment acheter des costumes qu'elle peut trouver super chouettes, mais qui valent 30-35 €. Et puis pour créer la famille, les 2 enfants de Virginie, est-ce que vous impliquez la comédienne au casting des enfants déjà? J'implique pas la comédienne au choix des enfants. C'est important pour moi que ce soit moi qui choisisse, parce que c'est un rapport de celui qui filme à celui qui va être filmé. Et les enfants sont très importants dans le film, vous avez raison. J'ai toujours dit c'est une comédie romantique avec enfants. Dans les comédies romantiques américaines, françaises, on ne voit pas souvent les enfants. Ils sont mis de côté ou n'existent pas. Là, c'est quand même l'histoire d'un homme misanthrope, seul, qui va tomber amoureux d'une femme, mais qui va aussi tomber amoureux des enfants, et même de la maison de Violette, mais aussi amoureux des enfants et vice-versa. Dans mon expérience personnelle, c'était essentiel quand même, ce rapport à mon beau-fils. Donc c'était très important, et là aussi, c'est comme pour les acteurs professionnels. Moi, j'aime toujours tourner avec des enfants, je l'ai beaucoup fait, ou des adolescents, ou des gens qui tournent pour la première fois. Ce qu'on attend, c'est pas la compétence, c'est pas de voir qui joue mieux qu'un autre.
c'est qui j'ai envie de filmer. C'est avec qui je me sens en empathie, quoi, hein. Ce petit garçon qui joue dans le film, ce petit métis, quand je l'ai vu, quand on a discuté, je lui raconte le sujet, hein. C'est moi finalement qui raconte le sujet, et après on discute. Mais pour toi, la famille, lui, il est très heureux en famille, il est très content avec ses sœurs, il est le petit roi là-dedans. Paul-André, le mec s'appelle Paul-André. Elle t'aimait pas ta mère ou quoi? J'ai senti que j'avais envie de filmer ce garçon. L'idée qu'il soit métis, en plus, rajouter quelque chose par rapport au scénario, à l'évidence, c'est 2 enfants de 2 pères différents. Donc j'ai su que c'était lui. Pareil pour la jeune fille, 16 ans, une jeune fille plus en rébellion contre sa mère, en même temps qui va finalement l'aider à la fin à sauver l'amour qu'elle a pour Paul-André. C'est propriété privée, t'as foutu toute la baraque. J'ai rangé. Mais une fille qui est un peu comme moi j'étais adolescent, c'est-à-dire voilà, surtout ne pas être comme ses parents, limite même avoir un peu honte des fois de ses parents, comme elle a honte au restaurant de luxe. Et moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup avec les enfants qui aiment beaucoup le film. Aujourd'hui, ça me touche, mais dans les débats, je leur dis évitez d'avoir honte de vos parents, parce que c'est quelque chose qu'on regrette après. Moi, je m'en veux et tout, des fois, d'avoir eu honte de mes parents. Honte au sens, au restaurant, où ils parlent trop fort, où ils se font remarquer, où on voit qu'ils ne sont pas cultivés. Mais alors quoi, hein, qui on est quoi, à 14-15 ans pour les juger. Donc on s'en veut après quand ils ne sont plus là. Donc, le film dit ça aussi, raconte ça aussi. Et donc après, une fois que j'ai eu les enfants, j'ai fait des lectures du scénario avec Virginie Efira, Benoît Poulvorde et les enfants pour que les inhibitions, les timidités tombent et qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître. On ne pourrait pas arriver sur le tournage sans avoir, non pas répété, mais lu le scénario et discuté. Et les 2 adultes sont formidables pour ça, ils ont vraiment joué avec les enfants, ils savaient que c'était important, c'est un quatuor quand même. C'est un film à 4, c'est une famille allouée, c'est l'histoire d'une famille, quoi. C'est 4 personnages, et on le voit bien à la fin, c'est la famille de Bric et de Broc, mais c'est eux 4 qui n'ont rien à voir ensemble et qui finalement vont bien fonctionner ensemble. Votre film arrive après le film de Clovis Cornillac et Les chaises musicales. Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau créneau dans le cinéma français pour la comédie romantique, mais plus original que ce que font les anglo-saxons, avec un aspect autre? J'ai beaucoup aimé en tout cas les 2 films que vous citez, donc c'est peut-être un signe. Hein. Moi j'ai beaucoup apprécié Les chaises musicales, d'autant qu'il y a Isabelle Carré, hein, que j'apprécie beaucoup, mais je trouve que cette réalisatrice, pour son premier film, a beaucoup de poésie. Et c'est aussi le cas du film de Cornillac, c'est peut-être quelque chose qui affleure comme ça, d'oser le décalage, de sortir un peu de la comédie réaliste et de sortir aussi de la comédie satirique, quoi, hein. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout mon objet, hein. Je ne fais pas de la comédie où on se moque des personnages, hein. Ce qui est assez majoritaire finalement, hein. En France, il y a beaucoup de la comédie sur le dos des personnages. Et là, Cornillac, Marie Bellhomme, ou là, Une famille allouée, il y a quand même une empathie avec les personnages. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher, parfois, hein, certains le reprochent, mais c'est vrai qu'il y a une gentillesse presque, hein. Il y a quelque chose de tendre dans ces 3 films. Parlez-nous un peu de la relation entre Léon et le personnage de Benoît Poulvorde, parce qu'on a l'impression qu'ils sont presque mariés quelque part. Et je suis heureux que vous disiez ça, hein, parce que dans le film, c'est que des couples. Hein. Paul-André, cet homme devenu riche, mais qui ne sait pas quoi faire de son argent, qui est seul avec son majordome. Encore une fois, référence Batman, hein, l'homme impuissant quand même, hein, morbide, avec son majordome Alfred, qui le coach, qui est une sorte de grand frère, quoi, hein, plus que de père comme dans Batman. Violette et son frère, quoi, hein, Paul-André et sa mère, donc c'est que des couples et qui doivent tous apprendre à se détacher les uns des autres, hein, se détacher de son frère ou se détacher de son majordome pour aller créer sa propre famille. Ça ne veut pas dire rompre, hein, c'est pas quitter tout et créer votre famille, même si Coluche disait la plus belle des familles c'est celle qu'on s'invente. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même savoir se détacher et que là, même entre Paul-André et son majordome, on sent qu'il y a un lien affectif. Et que c'est pas facile quoi, de se détacher pour aller créer autre chose. Il y a quand même, chez François Morel, le joue très bien ça, chez le majordome, un petit dépit amoureux quand même. Hein. On sent qu'il va être un peu triste de voir son Paul-André, et pourtant il l'a coaché dans ce sens, hein, quand même, il l'aide à retourner vers Violette, mais il le fait généreusement parce que lui, c'est à lui qu'il va se retrouver tout seul. Là. Et le choix d'Edith Scobb pour la mère, est-il apparu assez rapidement? Est-ce que c'est sa froideur, son côté tranchant qui vous a inspiré? J'ai toujours aimé cette actrice, Edith Scobb, hein, elle m'a toujours intrigué. Alors évidemment, depuis Les yeux sans visage de Georges Franju, hein, qui est un film mythique, mais jusqu'à Holly Motors de Léos Carax, c'est une femme qui a une carrière assez passionnante, qui a toujours fait beaucoup de choses surprenantes, et puis qui me semblait crédible en mère de Benoît Poulvorde. Hein. Je trouve déjà que physiquement il y a quelque chose, et puis il s'agissait de là de montrer chez cette mère quelque chose qui a à voir avec
ce handicap des sentiments, quoi. Moi, c'est ce qui m'a frappé, quoi, hein. C'est ce d'où je viens, mais c'est cette difficulté à dire les choses, à prendre la main, on ne peut pas, quoi, hein. On sent qu'il y a une souffrance là, hein. Plutôt que de dire une gentillesse, c'est une vacherie qui va sortir, quoi. Elle ne peut pas s'empêcher d'être jalouse de cette belle fille un peu vulgaire. C'est vraiment une mère Hitchcockienne. J'avais en tête la mère dans Les Oiseaux d'Hitchcock. Vous savez, elle ne peut pas accepter Tippi Hedren jusqu'au moment où, à la fin, Tippi Hedren est violentée par les oiseaux et où, dans la voiture, elle arrive à lui prendre la main. J'ai toujours été fasciné par ce thème, quoi, par Georges Simenon, qui avait quand même tout dans la vie. Génie littéraire, milliardaire, et la faille de sa vie, c'est que sa mère ne l'aimait pas, quoi. Il fait cette magnifique lettre à ma mère. Il découvre à la fin de sa vie qu'il lui avait envoyé de l'argent toute sa vie et qu'elle n'avait pas touché un billet, quoi, que tout était en place. Patrick Modiano, pareil. Donc j'ai toujours aimé ce thème-là, quoi. Comment on fait quand on n'a pas eu de manifestation d'amour? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Et du coup, ça crée des personnages comme Paul André qui sont tout contents de découvrir ça, mais qui sont quand même mal à l'aise avec là, des enfants, une femme qui n'a pas d'inhibition physique. Et pour la musique, comment avez-vous travaillé avec votre compositeur pour arriver à illustrer musicalement cette histoire? Dans Une famille à louer, il n'y a pas de musique originale, hein. Il n'y a pas de compositeur. Le musicien associé à Paul André, c'est Tchaïkovski. Ça m'amusait, j'avoue, de commencer une comédie par la musique la plus sinistre qui soit, qui est quand même la 6e symphonie, la pathétique de Tchaïkovski. On en parle tout de suite dans la première scène. Et ensuite, toutes les scènes, jusque les scènes romantiques, sont du Tchaïkovski, que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais surtout beaucoup quand j'étais adolescent. Mais il y a les variations rococo dans la scène du kiosque, une scène trop romantique, c'est une musique magnifique. Donc voilà, Tchaïkovski, c'est la partie Paul André, et pour elle, évidemment, ce sont des musiques qui lui correspondent, hein. C'est Tom Jones, c'est Dinah Washington, c'est du blues, hein. C'est-à-dire c'est ma culture plus américaine, voilà, et qui lui correspond. Je me disais, qu'est-ce qu'elle pourrait aimer? Mais par exemple, c'est vrai qu'on voit que c'est plus peut-être mon époque, à la limite, hein. J'aurais pas su mettre Virginie Fira, à un moment donné, m'avait dit, mais pourquoi elle n'écouterait pas du rap ou du hip-hop? Je reconnais que là, je n'y connais rien, donc ce ne serait pas sincère, quoi. Je n'y connais rien, quoi. Et j'aime bien ce côté quand même un peu désuet que j'ai, moi, quoi, en fait. Et finalement, est-ce que vous avez des projets dont vous pouvez déjà nous parler ou non? J'écris là pour Arte, alors une série pour la télévision. J'aime bien alterner cinéma et télévision, j'aime bien la télévision. Et puis sur des sujets, moi, qui me passionnent, hein. On peut dire après, c'est étrange, mais là, j'ai fait une longue enquête, et maintenant il reste à l'écrire, pour une série de 3 fois 52 minutes sur le thème du retour des soldats à la vie civile. Jeunes soldats qui ont vécu le Mali ou la Centrafrique et qui reviennent soit amputés, soit tétraplégiques, soit blessés psychiquement, SPT, quoi, le syndrome de stress post-traumatique. Et j'ai beaucoup passé de temps avec les soldats et c'est très émouvant parce que ça m'évoque mon père, hein, qui avait fait la guerre d'Algérie, qui en était revenu traumatisé, qui n'en parlait jamais. Et ma mère nous disait, mais il est revenu traumatisé. Ou c'est comme les gens qui sortaient des camps, qui n'arrivaient pas à parler, quoi. Donc voilà, on suit 3 hommes et une femme, blessés ou psychiquement ou physiquement. Et comment ils vont se remettre dans la vie, quelque part un peu comme Rambo, quoi, qui traitait ça vraiment, le premier Rambo qui traitait ça très bien, ou jusqu'à American Sniper. Les Américains le font beaucoup. Et nous, en France, c'est comme s'il y avait une sorte, on ne veut pas savoir ça, quoi. On ne veut pas savoir qu'on est en guerre, on ne veut pas savoir qu'il y a plein de jeunes gens qui, quand même, ils vont pour nous, quoi, quand même, hein, et qui perdent beaucoup, quand même, là, au Mali, en Centrafrique, ils ont vu quand même des horreurs, quand même, hein, notamment que dès qu'ils sont confrontés aux enfants soldats, de devoir tuer un enfant soldat qui autrement vous tuera, c'est vraiment un traumatisme, quand même, ça touche à quelque chose de très profond. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec eux, et moi, je ne sais pas faire de documentaire, hein, mais voilà, c'est l'idée de faire une fiction un peu chorale sur 4 personnages qui reviennent à la vie. C'est toujours mon thème du handicap, en fait. C'est peut-être un côté de pudeur, typiquement français. On ne veut pas replonger dans des horreurs, pour dire ce qu'il y a. Et vous-même, je pense que vous devez vous faire un peu violence pour arriver à vous intéresser à ces traumatismes. C'est ce qui m'attire, hein. J'aime l'idée de mettre au centre de l'écran, du cinéma ou de la télévision, ce qu'on met de côté dans la vie, quoi, hein. Ces soldats, c'est de ça dont ils souffrent, hein. Ces jeunes soldats qui se retrouvent 2 ans à l'hôpital, puis après avec les prothèses, puis après avec ce traumatisme qui fait que dès qu'il y a un pot d'échappement dans la rue, ils se couchent par terre en hurlant. Enfin, et c'est vrai qu'ils ne se sentent pas reconnus, quoi, hein. Même parmi leurs amis, on dit « mais tu étais soldat, tu t'es engagé, tu ne vas pas te plaindre maintenant » ou ils ne peuvent pas partager ce qu'ils ont vu. Donc ils étaient contents, là, je les ai beaucoup côtoyés ces mois derniers, qu'on fasse un film peut-être sur eux, parce que voilà, c'est ce besoin de reconnaissance dont ils ont vraiment besoin. Mais les soldats de la guerre de 14, c'était pareil, hein. Je crois que la génération de mes grands-parents, qui revenaient des horreurs de Verdun, ils ne parlaient jamais, quoi. Donc c'est assez fascinant, je trouve, ce thème.
Merci beaucoup Jean-Pierre Améris. C'est moi, merci. Hein.